Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 10 avril 2026. C'est un vendredi. C'est une journée typiquement pluvieuse, simplement parce que c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est toujours comme ça. Partout, finalement, le mois d'avril, il pleut. Bon, ben, il pleut, mais en même temps, il fait un peu de vent, donc il fait quand même pas une belle température élevée. Donc, finalement, c'est un prolongement de l'hiver camouflé, quelque chose de comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des nouveautés vraiment dans les marchés? Non. Nous, on croit que le marché va bien, il n'y a pas de problème. Et puis, naturellement, tout le monde regarde les nouvelles concernant l'Iran, le Liban, puis tout ça. Mais ça, boursièrement parlant, je vois que je n'ai pas l'impression que ça dérange en quelque sorte. Donc, c'est tout. On est pris pour regarder les nouvelles, mais les nouvelles du côté boursier, il y a rien de particulier. Et naturellement, le prix du pétrole a bougé, mais il a bougé parce que naturellement, il devient plus difficile le passage comment dire, du pétrole comment dire, dans le passage là, de Hormuz. Mais est-ce qu'ils vont l'enlever, ça? Après là, enfin, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Naturellement, l'Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait commencé, je pense que c'est pas complet encore. Elle avait fait un oléoduc, finalement, qui permettait d'aller de là où habituellement sont tous les bateaux pour charger le pétrole. Et ils pouvaient le faire à la mer Rouge, finalement. C'est-à-dire, l'oléoduc traverse le désert de l'Arabie Saoudite et il va vers la mer Rouge. Ça permettrait aux bateaux de sauter finalement tout cet endroit-là. Mais naturellement, c'est un peu, comme ça prend du temps pour tout ça et tout ça. Mais c'est intéressant à voir. Ben, est-ce que M. Trump va avoir des problèmes? Apparemment, oui, parce que les élections, ils s'en viennent en novembre. Novembre, c'est loin. Mais là, apparemment, il faut qu'il se dépêche à faire la paix à quelque part, là, de façon au moins crédible, parce que autrement, ben, il risque de ne plus avoir les chambres, le Congrès et tout ça de son côté aux élections de novembre. Finalement, il perdrait ses élections de renouvellement des chambres. Euh, si ça continue comme ça. Donc, de quoi on parle aujourd'hui? On parle de quelque chose qui est tragique et qui est la théorie des crises de dette. C'est quoi qu'est-ce que c'est une crise de dette? Ben, ça, c'est normal, enfin, ça parle tout seul. C'est situation où un agent, c'est-à-dire un État, une entreprise, un ménage, ne peut plus honorer ses obligations financières. Et donc, perte de confiance des créanciers et hausse des taux d'intérêt ou de défaut de paiement. Finalement, ça veut dire, si on se réfère aux individus, ils se sont trop endettés, puis là, ils font faillite en quelque sorte. Nous savons qu'il y a des lois là-dessus, comment faire faillite et puis tout ça. Mais ce n'est pas juste l'individu, c'est l'entreprise, naturellement, qui peut se trouver là comme ça, et c'est l'État aussi. Ici, on parle surtout de l'État. Donc, les types de crise de dette. Donc, la dette souveraine, donc c'est les États. La dette bancaire, c'est-à-dire les banques sont trop endettées. La dette privée, donc les ménages, les gens, les entreprises. Et là, ensuite, il y a une dette externe, si on peut dire, c'est-à-dire avec, mettons, l'étranger par rapport à la dette interne du pays. Des exemples, ici, on cite des exemples, l'Argentine en 2001, et la Grèce en 2010, et la crise asiatique en 1997. Qu'est-ce que c'est au juste? Ben, qu'est-ce qui est arrivé? En Argentine, finalement, comment dire, l'inflation a été rendue à tel point que quand on rentrait dans le supermarché et après on sortait, les prix avaient déjà changé entre-temps, euh, tellement c'était grave. Ensuite, en Grèce, c'était arrivé, je pense, simplement parce que finalement, c'était pas clair quand la Grèce a demandé de faire partie de l'euro. Naturellement, Bruxelles demandait les états financiers du pays. Et apparemment, ces états financiers avaient omis quelque chose qui rendait peut-être la Grèce non éligible pour avoir l'euro. Enfin, c'est des vieilles choses, là, quand même, parce que c'est quand même, ça date d'il y a 16 ans.
Mais ça a été des grosses affaires, ça. La crise asiatique, oui, celle de 1997, ça a commencé avec la Thaïlande et ça fait une contagion. Tout le sud-est asiatique y est passé, comme l'Indonésie, la Corée, les Philippines, la Thaïlande, la Malaisie. Et finalement, ils faisaient faillite, c'est-à-dire ils étaient trop endettés. Mais pourquoi tout ça, ça arrive? Parce que, je dois vous dire, avant 1973, un pays ne pouvait pas imprimer de l'argent, de la monnaie, s'il n'avait pas la réserve en or, finalement, métaux précieux dans ses voûtes. Ça voulait dire que la monnaie, le papier, là, c'était simplement un reçu d'un dépôt d'or, finalement, qu'il y avait dans le pays. Donc, ça voulait dire que les pays n'étaient pas libres d'imprimer de l'argent autant qu'ils voulaient. Mais à partir de 1973, on a brisé le lien avec l'or et les pays se sont sentis libres d'imprimer l'argent comme ils voulaient. D'un coup, la monnaie n'était plus un reçu pour un dépôt d'or, mais c'était simplement un fiat money, comme ils l'ont appelé, c'est-à-dire une monnaie de confiance. Finalement, quand moi j'ai un billet, mettons, de 100 dollars canadiens, c'est quoi qui soutient le 100 dollars canadiens? C'est juste une convention. Parce que quand j'achète quelque chose, l'autre côté accepte le billet. Donc, c'est une monnaie de confiance. L'histoire de la monnaie de confiance, c'est que les pays se sont sentis libres d'imprimer autant d'argent qu'ils voulaient. Et donc, mais ça crée une dette quand même. Et donc, c'est une des raisons des dettes dont on parle ici, c'est ça. Donc, mécanisme de base. Donc, il y a accumulation de dettes, excès d'optimisme, choc externe ou interne, perte de confiance, refinancement impossible. Donc, la crise de défaut. Finalement, c'est typique, encore une fois, depuis la fin de l'accord de Bretton Woods, des pays se sont sentis tellement libres d'imprimer, et ça a créé un paquet de problèmes dans plusieurs pays. Donc, théorie de la soutenabilité de la dette, condition clé. La dette est soutenable, donc un pays est endetté. Quand est-ce que la dette est soutenable et logique, finalement acceptée? C'est quand la croissance économique est supérieure ou égale au coût de la dette. Sinon, il y a une spirale de la dette. Parce qu'on doit payer des intérêts, mais on n'a pas l'argent pour payer les intérêts, donc on emprunte de l'argent pour payer les intérêts de l'emprunt précédent. Imaginez ça. Est-ce que c'est vrai tout ça, ça arrive? Oh oui, oh oui. Modèle dynamique, donc l'intuition. Le ratio dette et PIB augmente si le déficit primaire est élevé et si les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance. Donc, il y a un effet de boule de neige dès que dette qui s'auto-alimente finalement. Les causes principales, ben, c'est les déficits budgétaires, c'est-à-dire l'État dépense trop par rapport aux revenus. Une mauvaise gestion fiscale, oui, c'est-à-dire la taxation est mal faite. Choc externe comme des taux d'intérêt ou taux de change, matières premières, taux d'intérêt trop élevé, par exemple, dévaluation ou crise de change. Finalement, ce sont tous des causes qui peuvent finalement fragiliser finalement la capacité de payer la dette. Rôle des marchés financiers, c'est que les marchés, en quelque sorte, ils anticipent et donc, en quelque sorte, ils créent eux-mêmes, par anticipation, la crise. C'est-à-dire, les symptômes de la crise sont là et le marché déjà réagit comme si la crise était là. Et donc, finalement, ça crée vraiment la crise. Anticipation autoréalisatrice, c'est ça que ça veut dire. Fuite des capitaux, hausse des spreads obligataires. C'est quoi les spreads obligataires? C'est la différence entre emprunter et puis prêter. Donc, si moi j'emprunte, il y a un taux d'intérêt qui est plus élevé que le taux du prêt, si moi je prête de l'argent, plutôt que d'emprunter. Et donc, il y a des écarts importants. Ça, c'est arrivé beaucoup en Europe dans des années peut-être, je ne sais pas, il y a 25 ans, 30 ans. On avait des pays, par exemple, l'Allemagne n'avait presque pas de spread, finalement,
entre prêter et emprunter, tandis que d'autres, comme l'Italie, avaient une différence importante et ça créait tout un problème. Donc, finalement, la contagion financière qui va avec. Donc, crise autoréalisatrice, deuxième génération. Une crise peut survenir même si la dette est théoriquement soutenable. Si les investisseurs croient au défaut, ils vendent ce qui provoque réellement la crise. Finalement, ça s'alimente parce que, comment dire, enfin, on finit pour copier les autres, et puis si quelqu'un est négatif, eh bien, on finit pour être négatif tout le monde. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, absolument, c'est des choses comme ça. Dette en devise étrangère, risque majeur, impossible d'imprimer la monnaie, comme je vous dis. À présent, depuis que, par exemple, prenez le cas de l'Europe, avant, mettons, l'Italie pouvait imprimer la lire italienne, autant qu'il en voulait. La France pouvait faire la même chose avec le franc français, l'Allemagne avec le marque allemand. Mais vu qu'il y a l'euro à présent, ben, personne ne peut imprimer de l'argent. C'est juste finalement le siège là où il y a l'euro, finalement, qui peut augmenter la masse de l'euro. Mais et donc, finalement, ça limite, c'est-à-dire ça appauvrit en quelque sorte. Mettons, prenez un pays, ça va pas bien, finalement, tout ça, ben, ils impriment de l'argent dans la mesure dans laquelle ils n'en impriment pas trop, et puis la monnaie se dévalue autrement. Mais finalement, ils peuvent sauver un peu la situation mauvaise de l'économie en imprimant de l'argent. Mais avec l'Europe qui s'est dotée de l'euro et avec des économies qui sont toutes différentes l'une de l'autre, l'économie, je sais pas, à l'époque, l'économie espagnole n'était pas l'économie française, ou celle-ci comme l'économie allemande, ou l'économie italienne, ou la Belgique, ou tout ça. Donc, la conclusion, c'est que l'euro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué finalement la possibilité des pays individuels de pouvoir finalement améliorer sa situation d'endettement en imprimant de l'argent. Donc, c'est ça. Là, par exemple, ici, on cite dette en devise étrangère, donc un risque majeur. Impossible d'imprimer la monnaie, dépendance aux marchés internationaux. Et un exemple, c'est la crise asiatique en 1997, laquelle avait commencé donc, comme on a dit, avec la Thaïlande. Crise de dette souveraine caractéristique. Donc, on a le défaut, donc crise de dette souveraine caractéristique, donc défaut partiel ou total, restructuration de la dette, intervention du Fonds monétaire international, qui est un organisme qui va aider ou qui veut aider les pays finalement à se remettre sur le bon chemin. Mais naturellement, elle prête de l'argent pour sauver la situation de ce pays-là. Par contre, elle exige, mettons, je ne sais pas d'augmentation de salaire. Enfin, ils augmentent, ils mettent des règles que pas tous les pays aiment avoir. C'est, comme il dit le mot austérité. Donc, crise de dette souveraine, caractéristique, défaut partiel ou total, restructuration de la dette, intervention du Fonds monétaire international et les conséquences du fonds, entre autres, c'est la récession, l'austérité, parce que justement, le FMI demande une austérité dans les dépenses du gouvernement et il y a un chômage élevé. Il y a un modèle de Krugman. Krugman est un prix Nobel et puis il écrivait pendant, je ne sais pas, 20 ans, peut-être 25 ans, il écrivait un article, je pense à chaque semaine, sur le New York Times. Il était très connu, très réputé. Et finalement, il est toujours vivant. Simplement, je pense qu'il est allé à la retraite. Il n'écrit plus sur les journaux. Donc, Krugman, donc en 1979, il dit les crises sont liées aux politiques budgétaires insoutenables, c'est-à-dire on dépense trop, perte des réserves et attaque spéculative sur la monnaie. Ça, c'était sa théorie, finalement. Une autre théorie, c'est l'approche Minsky. Minsky, c'est un économiste américain. Et il disait la phase 1, c'est le financement prudent. La phase 2, ça commence à spéculer. Et la phase 3, c'est Ponzi. Ponzi, c'est finalement un système, à part le mot Ponzi, qui était un monsieur vraiment qui a inventé finalement un truc de fraude.
Mais le Ponzi, ça veut dire on emprunte de l'argent pour payer les intérêts de la dette précédente. Donc, on s'endette pour payer la dette précédente. Et donc, on finit jamais de payer la dette, en quelque sorte. Donc, les conséquences économiques, récession profonde, déflation ou inflation, crise bancaire, hausse du chômage, instabilité politique. À noter qu'il part déflation à inflation. L'inflation, on sait qu'est-ce que c'est. La déflation, ben c'est le contraire. L'économie ne marche pas, ne fonctionne plus. Là. Et tout s'arrête, on dirait. Solution et sortie de la crise. Il faut restructurer la dette. Il faut contrôler l'inflation, un peu comme ils ont fait en Argentine, je pense, le nouveau monsieur. Croissance économique, aide internationale avec le fonds, et il y a des réformes structurelles à faire. Finalement, les études de cas typiques sont la Grèce, donc dont la dette, notez bien, était 170% du produit intérieur brut. Donc, il y a comment dire, on a imposé, pour sauver la Grèce à l'époque, on a imposé une austérité très, très sévère. Et il a fallu donc l'intervention de la communauté européenne et du Fonds monétaire international. Et il y a une récession sévère. Je dois vous dire, c'est du vieux chose, ça, parce que finalement, aujourd'hui, la Grèce est sortie de tout ça très, très honorablement. Étude de cas, l'Argentine, défaut en 2001. Dévaluation massive, rebond après restructuration. Et qu'est-ce que c'était l'inflation en Argentine? On en a déjà parlé, mais c'était en 2001, ça prenait une brouette d'argent là pour payer une tranche de pain finalement au bout de la ligne. Tellement l'inflation a été élevée. C'est un cancer finalement, hein, cette affaire de s'endetter et puis finalement de ne pas être capable de payer la dette au niveau des gouvernements. Implication pour investisseurs. Donc le risque souverain, il est là. Volatilité des obligations, importation du crédit default swap. Ce sont des crédits, finalement, une forme de crédit international des États. Les opportunités, c'est-à-dire les opportunités, c'est distress debt. Ça veut dire quoi? Que un pays, quand il est en disgrâce, finalement, ses obligations à elle peuvent se vendre à escompte. C'est-à-dire, il y a une obligation, mettons, qui vaut $100, et puis finalement, vous pouvez l'acheter pour $20 ou $5. Ça, c'est arrivé longtemps, ça pendant, moi je dirais à partir de 1973. Aujourd'hui, on n'a pas oublié, mais finalement, ça fait partie des livres d'histoire économique qu'on avait ça. C'est-à-dire plusieurs pays émettaient des obligations, mais étaient incapables de payer. Donc, finalement, ces obligations se perdaient de valeur. Donc, vu que ça valait $100 initialement, mais le marché les évaluait peut-être à $20. Donc, les banques, par exemple, achetaient des obligations à $20 qui valaient en réalité $100. Est-ce qu'ils récupéraient leur argent pour arriver jusqu'à 100? Bon, ça, je ne me souviens plus comment est-ce que ça passait, mais c'était sûrement ça, là. Finalement, la conclusion, c'est que ça a servi à faire ça aussi. Donc, la conclusion, les crises de dette sont cycliques, et rôle central de la confiance, naturellement, interaction finance, économie réelle, importance des politiques publiques. Est-ce qu'on s'est amélioré par rapport au passé? Oui, je crois qu'on connaît beaucoup mieux ce que tout ça. Mais finalement, quels sont les liens avec les marchés financiers modernes? C'est que hausse actuelle de dette publique mondiale, risques liés aux taux élevés, rôle des banques centrales, scénario possible, on a l'inflation, les restructurations à venir pour justement calmer l'inflation, et il y a une répression financière. La répression financière, c'est quoi? C'est justement de mettre l'État met des balises ou des systèmes, enfin, ou des trucs, si vous voulez, un peu d'ingénierie financière, de façon que finalement les épargnes finalement gagnent moins que l'inflation. Donc c'est une taxe déguisée finalement. Et voilà, c'est tout. C'est pour vous dire des choses. Est-ce qu'on a connu tout ça? Oui, on a connu, comme on l'a dit. Est-ce que ça peut se répéter?
Oui, ça peut se répéter toujours, évidemment. Il faut faire toujours attention quand un pays s'endette trop. À un certain moment, il faut payer la dette et ça peut créer tous les problèmes qu'on a ici, qu'on appelle donc la théorie des crises de dette. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.